Si Dionysos était une femme, vous invite à prendre de la hauteur, à prendre le large. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Je ne vous cache pas que le milieu aquatique m'a toujours attiré. Mes sports de prédilection sont en rapport avec l'eau, l'océan, la mer, et l'océan est mon ressourcement. Je vous invite à découvrir un sport de haut niveau exceptionnel avec mon invité qui a participé à 13 championnats du monde. Elles ne sont pas plus d'une 50aine de femmes dans le monde à pratiquer l'apnée. À cet instant, le Grand Bleu vous traverse l'esprit, n'est-ce pas? Eh bien moi aussi. À travers cette conversation d'une grande richesse, amis auditeurs, vous trouverez un lien évident avec le podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Vous allez puiser dans cet épisode tellement de belles valeurs. L'expérience de mon invité va résonner avec votre quotidien de leader et certainement éclairer quelques lanternes. Car nous abordons l'engagement, les sacrifices, la discipline, les formations, les entraînements méthodiques et techniques, la persévérance, le savoir bien s'entourer, qu'on appelle notre réseau, les coachs sportifs et leur rôle sur le mental, l'écoute de soi, oui, cette petite voix qui revient souvent dans la bouche de mes invités. Après ces réussites ou succès, nous parlerons et analyserons un échec qu'a vécu mon invité et la manière dont elle a su le surmonter. Puis l'ego et le dépassement de soi seront bien évidemment des sujets de discussion. Amateurs de podcasts et de rencontres insolites, sportifs, entrepreneurs, si les défis sont votre quotidien, plongez avec moi dans les paroles de Brigitte Banégas que je remercie sincèrement. Respirez, car vous allez revivre étape par étape sa dernière descente en poids constant des derniers championnats du monde. Avant cela, découvrez son parcours et la raison du choix de cette discipline. Belle écoute! Ah, j'oubliais, on parle aussi de vin, de bière et de son engagement écologique pour terminer par des notes légères comme d'hab. Bon voyage! Bon allez, c'est parti, on y va. C'est chouette. Alors une fois n'est pas coutume, si Dionysos était une femme, sort de sa zone de confort, le vin, pour se plonger dans un autre liquide, la mer, l'océan. Bon, ce milieu me fascine particulièrement. N'oublions pas aussi que Dionysos est le dieu mythique du vin, certes, mais aussi un créateur de folie. Alors plongeons ensemble dans la folie des profondeurs avec mon invitée Brigitte Banégas, apnéiste de poids constant. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Aurélie. Alors merci de m'accueillir dans ton cocon, Ouais. duquel la mer n'est jamais bien loin. Ouais, Une c'est superbe vue. Alors j'ai provoqué cette conversation car tu es de retour des championnats du monde d'apnée. Oui. Et peux-tu me donner le résultat de ce championnat? Bien, je suis très contente. J'ai fait 5e mondial en poids constant sans palme. Félicitations. Voilà, avec une performance de 51 mètres en descendant rien qu'à la force des bras et des jambes sans toucher la corde. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Alors écoute, ensemble, nous allons parler entre autres de cette discipline, l'apnée, pourquoi tu es venu justement à aller vers les profondeurs, le mental, le dépassement de soi, et puis la respiration, les techniques qui t'ont permis d'accéder à ce niveau ultime. Et puis, ce qui est intéressant aussi, la part de physique et la part du mental, voilà, l'un et l'autre. Alors, avant, peux-tu également te présenter et présenter ton parcours, s'il te plaît? Bon, j'ai un gros parcours sportif de passionné, je pense. C'est ça qui me drive. Ça a été d'abord... j'ai toujours été en rapport avec la mer parce que j'habite Valras, mes parents habitent Valras depuis longtemps et donc j'ai fait de la natation et puis j'ai toujours gardé la natation mais j'ai fait du volley au niveau là, j'étais en sport-études volley puis j'ai joué à Béziers mais du coup j'ai joué jusqu'en seconde division et j'ai joué à Montpellier en première division au PTT et voilà, et c'est quand j'ai arrêté ma carrière de volleyeuse que je suis partie en voilier avec Yannick. On est parti un an en voilier, on a traversé l'Atlantique tous les deux. Et c'est là que j'ai vraiment découvert l'apnée. J'allais voir l'ancre, si elle était bien accrochée. Je descendais dans les rayons du soleil, je descendais voir les poissons. Et ça me plaisait de plus en plus et surtout je descendais de plus en plus bas. Et jusqu'à ce que
bon, je suis revenue enceinte, j'ai accouché, et puis voilà, la parenthèse, c'était un beau souvenir, cadeau. Et donc, pour continuer, Yannick m'a dit, il faut que tu ailles dans un club pour être en sécurité. Donc voilà, il m'a accompagné. C'est comme ça que j'ai démarré dans un club à Nice, le NUC. D'accord. Et... Alors, Paul, juste parenthèse, donc tu as fait un tour du monde en voilier avec Yannick, ton compagnon, ouais. Marie, et ça s'est décidé comme ça? Vous l'avez vraiment préparé ou tiens, on part à l'aventure? Non, j'ai arrêté le volley et puis on voulait faire quelque chose. On aimait la mer, quoi. On n'avait jamais trop navigué, on a acheté un petit voilier et puis de suite l'idée nous est venue de couper le quotidien, d'aller voir ailleurs comment ça se passait et on s'est lancé le défi de partir 2 ans en voilier. Et d'ailleurs, donc on l'a construit sur 1 an et demi, quoi, comme on n'avait jamais mis les pieds sur un bateau tous les deux quasiment, on a fait stage au Glénan, on a progressé sur ce petit voilier, on a une préparation de 2 ans pour se former, acheter le voilier et partir. On est parti, on n'avait jamais fait de traversée, quoi. Donc c'était la première, l'Atlantique, carrément. Mais la première traversée qu'on a fait, c'est pour aller aux Canaries, quoi. Ouais. Donc c'était quand même osé, quoi. C'est courageux surtout. Ouais. Bon, d'ailleurs, tout le monde nous disait c'est pas possible, vous allez revenir, vous aurez tout perdu, vous allez vous séparer. Non, finalement, c'était. Je pense que le démarrage de tout, il est là, quoi. Cette aventure, parce que c'était vraiment une aventure, c'est ce qui nous a permis de voir qu'on était capable de couper avec le quotidien. Moi, j'avais vendu mon cabinet de kiné qui était à Valras. Et on est parti, on s'est dit, finalement, on peut repartir à zéro. Tout est possible, finalement. Tout est possible, ouais. Et c'est comme ça que, quand on est revenu... Finalement, au bout d'1 an, parce que j'étais enceinte, je l'ai découvert à Cuba, quoi. On était sur le retour des Alizés. On a dit, bon, on rentre, ce sera quand même plus prudent d'accoucher en France qu'au Venezuela. Et on avait prévu de se mettre à l'abri des cyclones. Bon. Du coup, on est rentré, mais avec une force qui te fait dire que finalement, on avait largué les amarres et on est capable de recommencer à zéro. Et c'est comme ça que j'ai pu... Je suis partie sur l'apnée, ouais. Yannick, lui, il est parti sur de la course au large. Et chacun, on a fait une aventure personnelle de ce qui nous passionnait, quoi. Oui. Mais avec la force mentale de se dire que oui, tout est possible, quoi. Si on le veut, vraiment, on a vu que c'était possible de vendre le cabinet, de rompre avec le quotidien, de couper, de quitter les parents, les amis, la famille, le village. Donc voilà, c'est ça qui nous a donné la force. Et en même temps, donc d'aller quand même vers le large, de découvrir ensemble, est-ce que ça vous a rendu plus fort aussi? De traverser peut-être des moments, attention, il y a rafales, etc. Ah on a plus eu que des rafales, quoi. On a eu des grosses tempêtes, enfin des grains régulièrement, ça il y en a. Surtout mais quand on n'est pas comme ça de milieu marin au départ, quoi, sur un bateau, t'es pas né sur un bateau. Ouais, mais Yannick il est très rigoureux, il connaissait bien le bateau, il avait confiance en moi comme moi en lui, quoi. Et non, ça n'est bien sorti ici. On a eu une grosse dépression, c'était pas une tempête, c'est au large d'Haïti, quoi, où on a cru qu'on allait être complètement rossé sur les falaises, là, et ça a duré 24 heures, quoi. On reculait sur la falaise, on n'arrivait pas à repartir au large, on avait mis le moteur, les voiles au minimum pour essayer au GPS, en fait. Nous, on faisait cap au nord et le GPS, il nous disait qu'on partait au sud sur les falaises. Enfin, ça doit être un grand moment quand même de stress, de doute, de peur. Ah bah ouais, Yannick, il était devant à essayer d'enlever la voile et moi, j'étais derrière à la barre et à chaque rafale, là, il y avait le bateau qui se couchait complètement. Le Yannick qui passait sous l'eau, il était attaché. Moi, j'étais à la barre avec de l'eau jusqu'au genou. Et là, tu te dis, ah ouais, le tirando, ça marche à 2 mètres. Une fois que le bateau était couché, petit à petit, tac, 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 on le sentait qui remontait. Et là, je criais, Yannick, t'es toujours là. Ouais. Donc, il a réussi à affaler toutes les voiles à l'avant. On a réussi à passer à la cape courante.
Bref, on a changé et on a réussi à remonter, donc plus à reculer, mais à remonter cap au nord, quoi. Et quand on était hors de danger, parce que le danger c'est la côte en mer, quand on s'est retrouvé hors de danger, bon ben là on est rentré, on a bouchonné, on a attendu que la tempête passe, quoi. Mais ça a été voilà, une sacrée épreuve. Ouais, c'était une grosse épreuve où on s'est dit, là, quand on voyait les vagues décapitées, enfin, c'était la vraie tempête, là, seule. Donc, voilà, on a repris la route le lendemain. Le stress, c'était même le lendemain, quand on a repris la route normale, qu'on a été obligé de refaire les cartes. Et là, on se disait, non, mais pourvu que ça ne retombe pas dessus, quoi. Parce qu'on n'était pas arrivé, on n'avait pas les moyens de s'arrêter à Haïti, on n'avait pas les cartes. Et du coup, c'est une forme de dépassement de soi, ce que vous avez vécu là, parce que là, tu fais abstraction de tout et tu veux sauver ta peau et donc le bateau, quoi. Donc, on a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Heureusement, on a réussi, mais oui, ça nous pousse dans les retranchements de voir qu'on est capable de faire beaucoup de choses, quoi. Et quand on n'y est pas confronté, on ne sait pas la puissance qu'on peut avoir à les surmonter, quoi. Et je pense que c'est au-delà du côté matériel, qui est souvent ce qui bute les gens à partir, quoi. Parce que, après, il y a autre chose qu'on voit qu'on est capable quand on est mis devant les faits de la nature. C'était malgré nous, on a vu qu'on pouvait surmonter et les éléments, bon, par chance, mais la vie à deux, confrontée, bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, mais quand même coupé du jour au lendemain, la vie professionnelle, la vie avec les amis, les sorties, tout ça, c'est des expériences de vie qui font que, malgré vous, ça nous fait progresser, quoi. Et on l'a vu plus après que sur le moment, quoi. Ça nous a enrichi. Plus grand, quoi. Voilà. Et c'était ancré en nous, quoi, en fait. Je pense que c'était vraiment un tournant, quoi, ce voyage, qui nous a donné la force de continuer, quoi. Après, on a notre tempérament qui fait que ça nous plaît d'aller chercher un peu le combat ou l'effort ou le dépassement de soi. Le défi, mais voilà, des défis comme ça vous fait progresser malgré vous, quoi. Et donc, alors, tu en viens à l'apnée, donc tu découvres l'apnée par, voilà, tu vas voir la Ancre, etc. Et donc, tu vas à Nice dans ce club. Tu étais déjà prédisposé parce que tu fais quand même du sport régulièrement depuis toujours. Et là, du coup, est-ce que tu peux nous présenter déjà l'apnée? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs épreuves, palme, sans palme, constant pour constant. Donc, moi, j'ai toujours été attiré par l'apnée en mer, quoi, la profondeur. Et donc, en profondeur, il y a différents types de disciplines où on descend le poids constant avec palme. On descend à la force aidé avec une palme et on remonte avec cette palme mais le même poids, quoi. D'accord. Et ensuite on peut faire le poids constant avec palme, sans palme. Et après maintenant il y a la discipline en bipalme parce que avec palme c'était la monopalme. Voilà. Et il y a une autre discipline, la quatrième, c'est en se tirant sur la corde, l'immersion libre, quoi. Mais là, du coup, il y a de la force, donc tu perds sur les bras, de l'énergie sur les bras. Enfin, oui, tout sur les bras, quoi. Ok. Alors donc, c'est très intéressant parce que comment se passe l'apnée, la préparation, tes entraînements, qu'est-ce que tu fais comme exercice pour justement aller tu arrives à 51 mètres là dans ta performance au dernier championnat du monde. Mais comment est-ce que ton corps réagit? Comment toi tu fais pour te préparer? Enfin, bon, j'ai 10 milliards de questions. Alors, bon, il faut avoir un fond physique que moi je travaille chez moi en faisant de la pirogue ou en courant. Voilà, il faut être en forme avec une bonne capacité aérobie et anaérobie aussi. Mais au niveau aérobie, je la fais en pirogue. D'accord. Et ensuite, il y a un travail physique où il faut être à la fois tonique et souple. Donc ça, je le travaille sur le fond avec le yoga, que je pratique régulièrement, parce que je suis prof de yoga aussi, et de pilates. Et donc
il faut avoir un bon compromis entre la force musculaire et la souplesse, quoi. Et notamment au niveau de la cage thoracique, si on n'est pas souple, on ne peut pas se fondre sous l'eau. Parce que la difficulté en mer, c'est de gérer cette pression qui augmente tous les 10 mètres, elle augmente de 1 bar. Ça fait 1 kg de pression par centimètre carré. Donc, à 50 mètres, ça fait 60 kg de pression par centimètre carré sur la peau, quoi. Oui. Donc, ça comprime les poumons jusqu'à arriver à la taille d'une orange, quoi. Donc, pour ça, effectivement, si on est raide, si on se met en opposition, ça fonctionne pas, quoi. Vous êtes oppressé et le corps, il peut pas s'adapter. Donc, il y a un gros travail de souplesse à faire pour se laisser fondre. Donc, l'aérobie, la souplesse, la tonicité. Et ensuite, le 4e volet, ça serait le travail technique, quoi. Donc, technique, nage avec palme ou sans palme. Par exemple, la brasse, dans mon cas, je la travaille en piscine. Voilà. Donc, c'est plusieurs entraînements par semaine? C'est une régularité? C'est très précis? Bon, en gros, je fais un minimum de 4 entraînements par semaine, plus du yoga tous les jours, quoi. D'accord. Voilà. Donc, yoga je vais faire de l'aérobie, que ça soit. Là, je le fais en m'amusant. Je vais faire soit de la pirogue, soit je vais courir. Du travail en piscine, voilà, avec quelqu'un de technique. Là, c'est sur Béziers, c'est Jean Soutadé qui est mon coach, là, qui me fait progresser. Et donc en piscine, c'est quoi précisément? Tu fais de la brasse, mais tu joues aussi, tu fais de l'apnée sous l'eau? Ah ben oui, je fais un travail technique sous l'eau. Bon, je peux le faire en surface, mais sous l'eau, donc avec un travail, je fais de la longueur en apnée, mais je peux faire aussi du statique et puis après de la longueur enchaînée. Enfin, il y a un panel d'exercices. Pour ça, voilà, Jean, il a beaucoup d'imagination, il sait très bien faire. Donc voilà, je maintiens ça en piscine. Et après, il y a aussi le gros volet, pour moi, c'est celui-là qui est le plus important. C'est un volet technique sur la compensation, puisque cette pression, elle augmente. La grosse difficulté, c'est de compenser la pression de l'eau sur les tympans. Oui. Et pour ça, ça marche en gérant son air, l'air de ses poumons. On le fait remonter pour avoir de l'air à disposition pour compenser la pression de l'eau au niveau des tympans. D'accord, ah, effectivement. Donc c'est à la fois mécanique, c'est une technique mécanique entre tes poumons et que tu régules, que tu arrives à monter. Voilà, c'est la grosse partie. Alors, c'est 90% des apnéistes, la difficulté, ça reste la compensation, quoi. D'accord. Et ça, c'est des entraînements qui se pratiquent? Voilà. Alors ça, c'est des entraînements que je fais en ligne, un travail de la compensation, où je travaille, j'apprends à contrôler tous les éléments de la sphère ORL, donc la glotte, le palais mou, les joues, la compression de tout ça. Et la coordination de tout ça. Et c'est en ça que ça ressemble un peu au yoga. C'est vraiment avoir l'attention sur le corps, la sensation de chaque muscle, et ensuite le coordonner ensemble, quoi. Et donc, c'est beaucoup d'attention sur cette sphère ORL. Bon, les gens, ils n'en parlent pas beaucoup parce que jusqu'à 30, 40 mètres, on n'en a pas trop... besoin. Voilà, tu arrives à bien que tout le monde en a besoin. Mais plus vous voulez descendre profond, et au-delà de 50 mètres, c'est obligatoire de gérer cet air correctement, quoi. Si on veut... Les portes de la profondeur, c'est la gestion de la compensation, c'est la gestion de l'air, quoi. D'accord. Et donc en fait, c'est vraiment de la précision parce que c'est très précis. Bon là, ça se passe. L'espace ORL, c'est au millimètre, quoi. Ah oui, le palais mou, c'est la porte qu'il y a entre la bouche et puis le rhinopharynx. Donc voilà, il faut arriver à le contrôler. Donc il y a l'anatomie, bien comprendre l'anatomie de son corps. C'est ça, et bien le coordonner. Bien le coordonner, oui.
Voilà. Au bon moment. Ouvrir toutes les portes comme il faut au bon moment, ou des fois les fermer, ou si elles se ferment, savoir les rouvrir, et laquelle ouvrir, à quel moment. Parce Et que... tout ça, donc tout ça, c'est quand tu es en profondeur Voilà. et quand tu dépasses les 40 mètres. Donc déjà, tu sais que tu as 40 mètres au-dessus de toi d'eau, que tu as juste un tout petit Oui. peu d'air qui te permet de descendre encore un peu et de pouvoir remonter, parce que c'est ça. Ouais. Et là-dedans, le mental, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, le mental? Ben justement, c'est un peu en ça que la méditation, ça rejoint la méditation où on est obligé de... On vous dit oubliez tout, et en fait, non, on ne peut pas tout oublier, il y a toujours quelque chose qui passe, mais c'est le laisser passer, revenir toujours sur le moment présent, revenir toujours sur le corps, revenir toujours sur sa respiration, être vraiment sur l'ici et maintenant, quoi. Et quand on est sous l'eau, on s'évade en restant dans l'ici et maintenant. C'est surtout en essayant en se projetant pas sur le but qui est de descendre le plus profond. Si vous pensez à votre plaquette à prendre à 50 mètres, ben vous allez oublier on oublie ce qu'on doit faire sur le moment présent. Si vous ruminez votre départ que vous avez loupé, j'ai pas pris assez d'air, j'ai fait un mauvais canard, tu perds le moment où tu es. Donc, c'est vraiment de la méditation, un mouvement, c'est de la méditation sous l'eau. Je crois que c'est en ça que ce qui me plaît, c'est que on est tellement présent sur soi que ça fait une revitalisation en profondeur, tout en étant en osmose avec la mer, quoi. Et c'est ça le défi, c'est être vraiment en osmose et rester sur le moment présent, sur ce qu'on a à faire. Après, il y a des sensations de glisse, de chute libre. À partir de 30 mètres, 40 mètres, on chute. Bon, on a cette gestion de l'air à avoir, mais à part la sphère ORL où on doit rester attentif, tout le reste du corps est détendu et on est juste, on coule. On le voit, hein, tu prends de la vitesse parce que bon, du coup, la vidéo est disponible sur YouTube, hein, où on te voit plonger. Ouais. Et c'est vrai que je remarquais, c'est qu'on voit que on a l'impression que ça s'accélère un peu. Ah non, mais ça s'accélère de plus en plus parce que le poids est de plus en plus apparent et le poids vous entraîne au fond, quoi. Donc ça, c'est la partie agréable si on a réussi à lâcher prise aussi, quoi. Ouais. Voilà. Si on bataille, souvent je bataille encore. Voilà. Donc, mais alors tout ça, c'est comme un accomplissement. On veut essayer de faire quelque chose, et pour arriver à ce but, on est obligé d'emboîter plusieurs choses. Et une fois qu'on y arrive, il y a une espèce de fierté, de récompense d'avoir accompli tout ça et d'avoir su le mettre. Parce que quand vous y arrivez dans le relâchement, et ça crée des sensations d'accomplissement, de plénitude, on se dit, ah ben ouais, non, vraiment, c'était ça, c'est ça. Je suis remontée, ah ouais, c'était trop bien, elle était trop bien, je veux la refaire. Et voilà. Donc le résultat est probant, et ensuite... Alors, justement, donc tu as pour aller on est dans cette apnée, donc tu récupères ta plaquette, et tu remontes, là tu peux t'aider aussi, du filin ou pas? Alors, moi, en poids constant sans palme, j'ai le droit de tirer sur la corde en bas qu'une fois, quoi. D'accord. Donc, une fois que je suis arrivé en bas, donc cette partie de gestion de l'air, de glisse, d'abandon, de lâcher prise, qu'on doit avoir tout en contrôlant. C'est ça? Voilà, une fois que je suis arrivé en bas, hop, je prends ma plaquette qui est le témoin de la profondeur que je devais atteindre. Donc, je tire sur ma corde et là, c'est comme une deuxième apnée qui commence parce que là, on va se retrouver dans un effort à faire pour remonter, quoi. Et là, c'est un peu moins agréable parce que rapidement, on a un peu moins d'oxygène parce qu'on l'a consommé. Le CO2, il se manifeste avec le diaphragme qui se rebelle, qui fait des contractions. Les membres qui font mal parce qu'il n'y a plus d'oxygène et nous on doit continuer à avancer, quoi. Donc des fois c'est un peu douloureux, mais
Mais moi, je le prends bien parce que je me dis, ah, si c'est douloureux, par exemple, c'est que mon diving réflexe, il a bien fonctionné, c'est que je vais sortir bien, j'ai ma plaquette, je suis contente. En fait, je me concentre toujours sur le moment présent, je fais un rappel sur ma technique. À 30 mètres, il y a des apnéistes qui viennent, le premier apnéiste de Sécu qui viennent, donc voilà, à 30 mètres, je sais que je le vois, je me dis, ah, c'est pas mal, t'as fait le plus dur. 15 mètres, un deuxième apnéiste, c'est là où il faut être le plus vigilant parce que c'est là où il arrive les accidents de syncopale par hypoxie. D'accord. Parce que l'oxygène est au plus bas, le CO2 est au plus haut, que la pression de l'eau, elle diminue à nouveau, et donc c'est ce qui favorise ces syncopes. Donc il faut rester vigilant. Et là je me dis, allez tiens, regarde-le bien, l'apnéiste, il est là, c'est ton ange gardien, il vient te voir, il est sympa. Donc je souris, je me force à être vraiment présente pour pas s'endormir. Bon, mais ça n'a jamais été mon cas, j'ai jamais fait de syncope. Donc en fait, à ce moment-là, c'est de la concentration. Il faut vraiment que tu fasses un focus, batailler, rester conscient, voilà, commencer à préparer la sortie, mais ne pas se laisser aller. On pourrait avoir comme un relâchement à ce moment-là, mais non, il faut rester bien vigilant, bien présent, préparer sa sortie. Quand on sort, voilà, c'est un peu difficile. Et là, je l'ai vécu comme ça, là, à Chypre. C'est que j'avais annoncé moins que mes meilleures performances, mais j'avais tenu compte de la météo qui disait qu'il y avait du courant. C'était pas facile, hein, tu avais des conditions très difficiles. Et là, j'ai rajouté 20 secondes de plus à ma perf habituelle sur cette profondeur. Au lieu de descendre à la verticale, je suis descendu à 45 degrés par rapport au câble, à la descente comme à la remontée. Donc un gros effort physique supplémentaire, mais comme j'avais de la marge, j'ai pu le gérer. Mais je l'ai géré quand même juste à la sortie, puisque à la sortie, j'ai bataillé pour pas partir comme un peu dans l'endormissement. J'ai senti que j'avais vraiment forcé, que j'étais vraiment fatiguée. Donc pour ça, il faut vite évacuer le CO2, souffler, reprendre des bouffées d'air d'oxygène qui te réalimentent. Et donc, je pense que l'expérience a fait que j'ai bien bataillé. Je pense que j'ai un côté combatif aussi, malgré moi, qui est là et bien ressorti. Et donc, j'ai pu faire mon protocole, parce qu'on doit... un protocole quand il y a un protocole de sortie qui est très réglementé, où dans les 15 secondes de la sortie, on doit enlever le pince-nez ou le masque, et faire le signe OK, et puis dire I am OK. Il faut le faire dans l'ordre, sinon tu es disqualifié. Et tout ça dans les 15 secondes, quoi. Donc voilà, c'est pour... Et c'est là qu'ils valident en fait et après, ton état et la performance. Si tu as fait tout ça dans l'ordre, que tu n'as pas réimmergé les voies dans l'eau, bon, ils te valident, quoi. Mais... Et donc je l'ai fait juste, mais voilà, j'y suis arrivé. Heureusement que j'avais enlevé 4 mètres, je voulais faire 55 mètres. Et heureusement que j'avais prévu. Parce que 55 mètres, c'est le point que tu as déjà atteint ? Oui, je l'ai fait à l'entraînement. À l'entraînement, d'accord. Voilà. Et donc là, j'avais une grosse envie de le faire. Et j'ai mis 3 jours à trouver la bonne annonce, parce que un championnat, c'est pas un record, quoi. Il faut être prêt le jour J à une heure qu'on te dicte. C'est pas toi qui décides de partir quand tu es prêt, quoi. Et en fonction de la météo du jour, quoi. Et donc, c'est ça qui est compliqué. J'avais vu que 2 jours avant, il y avait du courant. Donc j'avais dit, s'il y a du courant, ça peut être gênant pour la perf. Il y avait déjà eu pas mal de syncopes chez les hommes la veille. Donc, j'étais parti sur 55. Donc, ça, je voulais travailler avec... autant je travaille avec un coach pour la technique. Et cette année, je travaille avec un coach mental. Et puis, qui m'a aidé à choisir la bonne annonce. Parce que ça a été difficile. Parce que l'ego veut qu'on annonce... Ben oui, tu l'as fait à l'entraînement, tu as peut-être envie de le faire. Et puis, il y en a même qui font plus que ce qu'ils ont fait à l'entraînement. D'accord. Mais bon, moi, je suis issu de l'école de Claude Chapuis, tout ça, de Nice, où on annonce que ce qu'on a fait ou que ce qu'on sait faire. Donc, c'était, allez, j'annonce 55. Là, je sais pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait non, je l'ai pas suffisamment... Ton intuition.
voilà, mon intuition qui me disait non, je suis pas prête pour les 55, je l'ai pas fait suffisamment. Donc, j'ai dit non, je vais tomber à 53, parce que 53, je l'ai fait plus souvent, avec de bonnes sensations. Et puis, au fur et à mesure, on l'a réfléchi, pourquoi 53? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, ce que je voulais vraiment, c'était valider ma perf, revenir avec un grand sourire, et pas m'arrêter sur un chiffre, mais m'arrêter sur des bonnes sensations. Et donc j'ai dit, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, de revenir avec un carton blanc et le sourire, si je tiens compte de la météo, tout ça, je vais encore enlever 2 mètres, quoi. Je voulais pas, parce que le dernier championnat, j'avais fait 53 mètres. C'était mon personal best. Chaque année, j'ai progressé. Et là, ça me faisait suer d'avoir progressé. Et puis, en compétition, de faire moins. C'était mon ego qui me disait ça. Et puis, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis dans ma poche. Et j'ai dit, bon, allez, recentre-toi, en accord avec mon coach, là, Cathy Parvi. Je l'ai baissé et je suis passé à 51 mètres. Du coup, ça enlève un peu de stress. On est plus serein pour aller à la compétition. Et on met plus de chance de son côté, quoi, de ressortir avec un carton blanc, quoi. D'ailleurs, si j'avais mis 1 mètre de plus, je pense que sur ce coup-là, je n'aurais pas réussi, quoi. Donc le coach mental a été vraiment d'une grande efficacité? Il m'a aidé à voir clair dans ce que je voulais, quoi. En fait, un coach mental, qu'est-ce qu'il fait? Il pose les bonnes questions, c'est ça? Il t'amène à te poser les bonnes questions et à répondre. Ouais. Et, c'est lui qui te drive pour savoir ce que tu veux, pour trouver les réponses plutôt par toi-même. Mais il t'y aide, quoi. D'accord. Il met en clair un peu tout ce que tu as dans la tête, quoi. Et moi, ça se bouscule beaucoup dans la tête. Pourtant, je médite, je fais de la respiration. Alors voilà, justement, tu parles de méditation. Quel genre de méditation tu pratiques? Parce qu'il y a la méditation de pleine conscience, de cœur, etc. Est-ce que tu en as en particulier? En fait, c'est de la méditation, mais avant, je ne l'appelais pas comme ça, parce que je faisais des exercices de respiration qui m'obligent à mettre mon attention sur le corps, plus précisément sur ma respiration, quoi. Et à laisser passer tout le petit vélo qu'il y a dans la tête, toutes les phrases, Donc ça remet un peu à plat. On accepte le passage des idées qui te gênent, et puis hop, ah oui, il y a ça qui est venu, mais non, tu es censé faire de la respi. Donc je reviens sur ma respiration, sur les sensations de l'air, sur l'exercice que je fais avec des comptages bien précis, des changements de narines. Voilà. Et voilà, si je fais un exercice un peu trop difficile pour le jour, je redescends. Voilà, c'est être vraiment sur le moment présent. D'accord. Un rituel qui fait que ça fait comme un petit un reset, un petit lavage là, qui permet d'être plus clairvoyant, plus lucide. Donc en fait, c'est une discipline qui t'amène à être vraiment dans l'instant présent. Oui. Et surtout, c'est une performance que tu atteins, mais sans forcément te mettre de pression trop forte, parce que en fait c'est ça, c'est de trouver le juste équilibre. C'est hyper précis en fait l'apnée. Comme tu parlais de l'ego, là il n'y a pas d'ego là, surtout pas, parce que c'est le danger avant tout. Oui. Donc c'est de vraiment tout poser, mettre à plat et tout est millimétré. Hein. Là il y avait 2 jeunes devant moi là, le jour où je suis passé, il y avait donc vraiment un courant de malades, j'ai jamais vu ça. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'ils aient pas annulé. Mais ils auraient dû annuler, parce que on a une caméra comme un drone sous-marin qui nous suit, et la caméra elle n'a pas pu fonctionner parce qu'il y avait tellement de courant qu'elle se rabattait. Parce donc, qu'on voyait, à partir quand même ta descente, effectivement, t'es pas hyper. On sent que ça bouge un peu. Ils auraient dû annuler la compétition. Il y a eu 13 passages. Moi, j'étais la 11e, je crois. Sur 13 passages, j'ai eu 6 syncopes, quoi. Donc là, ils ont dit, bon... et une fille qui a dit, non, moi, j'y vais pas, là. Trop dangereux. Et, à un moment donné, oui, il fallait qu'ils arrêtent la compétition parce que c'était trop dangereux, il y avait trop d'échecs, trop de gens. Mais j'ai vu je suis rentrée en bateau avec les 2 meilleures, celle qui avait annoncé 65 et puis l'autre 60.
Et bah, les deux, elles n'avaient pas compris. Elles étaient plus jeunes que moi, mais elles m'ont dit, oh, mais moi, je m'en fous, j'y suis allé. J'ai fait 60 mètres, j'y suis allé. Je dis, ouais, t'as fait 60 mètres, mais t'as fait une syncope à même mètre pour remonter. Donc, tu peux pas considérer que tu l'as fait. Je dis, non, non, mais de toute façon, moi, je le sais. Et Est-ce que c'est le manque d'expérience, tu penses? La jeunesse? Ouais, c'est le manque d'expérience, mais c'est réussir une perf, c'est tout aligné, c'est sortir en ayant réussi, quoi. C'est pas avoir atteindre la profondeur. La profondeur, elle n'est valable que si t'es remonté, quoi, et par tes propres moyens surtout. Et en tenant compte de la météo, quoi. Donc voilà, bon, moi je suis contente. C'est pas la perf que je voulais faire, mais avec l'expérience et le recul, c'est ce que je devais annoncer. J'ai fait une annonce parfaite par rapport au jour J. Voilà. Alors, en parlant justement maintenant de ton palmarès, les records, parce que du coup, tu n'en es pas à ton premier championnat. Ouais, tu as fait combien de compétitions comment ça marche, l'apnée? Tu commences par des petites compétitions? Ah ben non, 20 mètres, 30 mètres, 40 oui, mètres, là, c'est un petit milieu où tout le monde, dans les compétitions, on va retrouver, bon, pas sur les championnats du monde, mais sur des compétitions qu'on peut trouver maintenant un peu partout en France et dans le monde. Mais tu as du régional, oui, des choses comme ça, oui. Mais non, par exemple, sur le Nice Abyss Contest, il y a tout le monde qui peut venir, du plus bas niveau, du 20 mètres au 100 mètres, et c'est tout le monde qui se côtoie, quoi. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un petit milieu où on ne peut pas trop avoir la grosse tête. Déjà, il n'y a pas de raison d'avoir la grosse tête, mais on partage avec les champions et avec des gens qui démarrent. Donc, on partage des expériences, et je crois que ce partage des expériences de tout niveau, ça aide pour tout, quoi, mentalement, pour le retour de tout le monde, pour les échanges. Et ça c'est bien, quoi. Bon, après, un championnat du monde, il y a un niveau, parce qu'il y a des sélections, quoi. Et donc, tu fais, toi, régulièrement des contests, des compétitions, entre guillemets, où tu te confrontes, en fait, à toi-même. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai démarré en 2000, premier championnat du monde, où d'ailleurs, là, on avait gagné, c'était en équipe, c'était, bon, il y a longtemps. Depuis, j'en ai fait pas mal. J'ai fait Hawaï, j'ai fait Chypre plusieurs fois, Kalamata, Ibiza. Bon, et d'autres, j'en ai fait 12 championnats du monde. Et voilà, mais pour arriver au championnat du monde, tu dois passer avant. Ah, ben il y a des sélections. Oui. Et donc, ça passe par des sélections qui passent sur des petites compétitions, quoi. D'accord. Ou alors par des journées de sélection, quoi. Sont pris pour les sélections les gens qui ont un certain, par exemple sur AIDA, là, les sélections, il y a une sélection élite et une sélection je sais plus comment ils l'appellent l'autre. Voilà, donc il y a deux types de niveaux, quoi. Ouais, il y a des minima différents pour l'élite et pour les jeunes, quoi. Okay. Donc tu as commencé en 2000. J'ai commencé en 2000 et je me suis arrêtée en 2011. D'accord. Voilà. Et j'ai fait une pause de 8 ans quand j'ai commencé le yoga à fond, que j'ai ouvert le centre à Béziers. Oui, Nusa Yoga. Nusa Yoga, voilà. Du coup, j'ai arrêté la compétition. Et puis, il y a 2 ans, en 2019... Tu l'avais arrêté parce que le yoga? J'avais décidé d'arrêter la compétition quand même. Oui, tu sentais que c'était plus... pour me concentrer sur le centre que je voulais monter, voilà, et puis que... C'était un autre défi, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Donc le yoga... Tu ouvres ton centre. Et puis après, en 2019, la France, à Nice, ils organisent, les copains, donc, organisent, Claude Chapuis, toute la bande de Nice, organise le championnat du monde. Et donc là, je voulais y participer de n'importe quelle manière. J'avais dit en tant qu'apnéiste de sécu. Bon. Et puis, rapidement, Claude Chapuis, qui a tout créé, qui est en charge de tous les événements, m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas les sélections, quoi. Et d'autant que apnéiste de sécu, il y a quand même une responsabilité, et voilà. Je me sentais plus en tant qu'athlète quand même qu'avec la responsabilité de l'apnéiste de sécu. Bon. Bref, du coup, je me suis lancé un défi à moi-même. J'ai dit, bah écoute, je vais essayer, je vais tenter les sélections après 8 ans. Et le yoga qui était passé par là, c'était un défi, quoi. Ouais. Et je l'ai fait en m'amusant, mais sérieusement, quoi.
comme D'accord. j'avais l'habitude des Et du coup, entraînements. en t'arrêtant 8 ans, Ouais. grâce au yoga quand même que tu pratiques tous les jours et Je tu pense que le yoga m'a beaucoup t'as beaucoup apporté apporté, oui. pour cet équilibre à avoir entre souplesse et tonicité, et pour ce qui est de la méditation. Euh, Et la donc méditation qu'on fait dans le yoga, que moi j'appellerais même en mouvement, quoi, où à tout moment on doit être dans l'attention au corps, l'attention sur la respiration, et tout ça en mouvement, quoi. On peut le faire en statique, mais en mouvement, c'est aussi de la méditation, quoi. Et ben, tout ça, ça a fait que j'ai réussi les sélections. Et c'était déjà un gros C'est truc super, pour moi. ouais. Vraiment, c'était au mois de juin. J'avais repris à m'entraîner en octobre. Et de là, les championnats étaient en septembre. Ben, j'ai continué à progresser. J'ai dépassé mes meilleurs perfs de 8 ans avant, quoi. 53 ans, j'étais contente, hein. Donc c'était un beau défi déjà avant même de participer, j'étais contente, quoi. Et là, tu reprenais les mêmes entraînements avec la même fréquence, régularité, Non. technique, etc. ou... Non, j'ai dit, justement, j'ai dit, je veux tout remettre à plat, je veux pas faire comme je faisais avant, et j'ai tout changé, mes entraînements, même l'alimentation. Je suis passé à du régime intermittent qui me réussit. Et je suis parti sur un travail de compensation que j'avais jamais fait avant, un travail très précis de compensation. Je pense que ça m'a aidé aussi. Et après, j'ai dit, je vais le faire plutôt avec le côté ludique, parce que j'avais pas envie de quelque chose de pas marrant ou qui perturbe dans la vie familiale. Donc, j'ai continué à faire de la rando, je faisais la pirogue, et tout ça, ça a été ma préparation physique, quoi. Si, après, j'ai fait un peu plus de spécifique sur la fin, mais voilà, j'ai essayé que ça reste joyeux, agréable. Mais c'est quand même des entraînements au quotidien, tu pratiques quelque chose. Oui, oui. Ça, non, mais de indéniable. façon, je pense, depuis très très longtemps, j'ai ce goût de l'effort, et c'est vrai que si je fais pas de sport de plusieurs jours, ça va pas. Donc naturellement, j'ai envie et j'y vais et je le fais, quoi. Ça me forçait, quoi. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, c'était des réussites accomplies? C'est-à-dire, est-ce que, de discuter, je vois bien que non, voilà, tu prends ça avec philosophie, mais est-ce que c'est un succès de se dire, waouh, comment tu le vois quand même? De l'extérieur, c'est hallucinant, enfin, tu comprends qu'on peut être fasciné. J'ai Brigitte en face de moi qui est allée à 51 mètres, voire 55 mètres de temps en temps, voire plus. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller aussi profond. Et comment toi tu vis ça, cette réussite ou ce succès? Quand ça marche, quand on revient avec la carte blanche, qu'on a, en fait, la compétition, c'est pas qu'une finalité, c'est pas qu'un chiffre, c'est l'accomplissement d'un travail, d'objectifs qu'on met en place, un travail qu'on met en place, et on est content quand c'est validé par une récompense, une place et tout ça, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas la médaille, en fin de compte. Le chiffre, on l'oublie, la médaille, on l'oublie, et ce qu'on se rappelle, c'est le parcours et la fierté, le bonheur de l'accomplissement qu'on a eu à tout mettre en place pour arriver, quoi. Ça fait comme un chemin de vie, quoi. Voilà, j'aime faire l'apnée, mais au-delà de l'apnée, c'est progresser sur quelque chose, quoi. Et là, c'est progresser, se dépasser soi, quoi. Et mettre en place des choses qui vont faire qu'on va arriver à se dépasser, quoi. Ouais, voilà, il y a peut-être un esprit de combat, de toujours plus, qui, à 55 ans, là, maintenant, ça peut sembler aberrant pour certains, mais voilà, je pense que je suis faite comme ça. Là, je reviens, j'ai progressé, j'ai fait une belle perf, mais je pense déjà à ce que je pourrais faire pour descendre plus bas. Voilà. Quelle technique tu pourrais améliorer ou des choses comme ça? C'est ça, ou mettre en œuvre? En fait, je le sais, hein, quelle technique. C'est. Donc en fait, c'est pas terminé, quoi. C'est pas terminé les compétences. Ben voilà, c'est ça le problème, c'est que. Et alors, parle-moi d'un échec. Par exemple, en apnée, comment tu le surmontes? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Oui, j'en ai un en 2011.
bon, je m'étais préparé. Justement, j'annonçais 50, c'est marrant parce que j'annonçais 51 mètres au championnat du monde c'était à Kalamata, en Grèce. J'avais fait une pré-compétition avant le championnat du monde où j'avais fait le record de France, là, 51 mètres. Et puis 2 jours après, je le refaisais en championnat du monde. Et là, j'avais annoncé 51 mètres que j'avais fait. Donc, je veux dire, il n'y avait pas trop de stress quand même s'il y a la compétition. Et au moment de passer, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant que les premiers avaient échoué. Il y avait eu beaucoup d'hécatombes, notamment Natalia Molchanova, qui avait tous les records du monde et qui était la plus forte. C'était très rare qu'elle fasse une syncope. Et là, elle avait fait une syncope. Et il vient me voir, je sais pas, 5 minutes avant de passer. Il me dit, ouais, ben, si tu fais ta perf, tu seras vice-championne du monde. Et là, le truc de malade, quoi. J'ai été complètement déconcentrée. Je suis partie que sur, ah ben ouais, tu pourrais être vice-championne du monde. Alors, je suis partie dans l'ego, dans le but à atteindre sans en calculer le chemin, ni le ressenti, Donc, le stress m'a envahi. Et au moment de partir, j'étais tellement stressée, je pense que c'était ça, quoi, que j'ai pété mon pince-nez dans le décompte des 2 minutes avant de partir, quoi. D'accord. Donc, on a vite retrouvé un pince-nez, mais bon, je me rééquipe, parce que tu as 2 minutes pour partir, on te fait pas des rallonges, quoi. Et donc, 30 secondes avant de partir, je m'hyperventile, chose qu'il faut pas trop faire, tu vois. Je dis, bon, allez, calme-toi, ça va le faire, on va le faire de la marge et tout. Effectivement, je suis partie, j'ai fait 30, 40, et puis là, ce que je te disais, techniquement, on met de l'air dans la bouche et on le garde en scellant la glotte, quoi. Et on compense avec cet air. Et là, j'ai ouvert la glotte sur un coup de stress, sur un manque de concentration. Et là, j'avais plus d'air en bouche, trop profonde pour le faire remonter, sans faire d'accident pour les poumons. Comme j'avais pas l'intention de me péter les tympans, quand même, j'ai fait demi-tour et donc je suis remontée. Mais la mort dans l'âme, là, me dire, mais je l'avais fait 2 jours avant, j'ai cassé ce pince-nez, enfin voilà, et j'aurais pu être vice-championne du monde. J'ai vraiment eu du mal. Puis, mais en fait, il t'a saboté, la personne qui t'a dit ça t'a saboté aussi, t'a plongé. Après, moi, j'ai pas été capable de m'extraire de ça. C'était à moi peut-être de pas l'entendre ou de l'entendre, de le laisser passer. J'avais pas dû méditer assez, quoi. Donc ça a été la leçon en fait Et voilà. Et du coup, quand j'ai voulu reprendre en 2019, l'objectif n'était parce que j'ai arrêté sur un échec et je suis restée sur un échec, quoi, que j'ai ruminé pendant longtemps, quoi. Vraiment, quoi. Et donc quand je suis revenue, c'était pour dire bon, je participe dans la joie, je veux que ça me plaise et surtout je prends des marches, je veux repartir avec la carte blanche, avec le sourire. Voilà, c'était une façon de revenir sur cette erreur de 8 ans en arrière, quoi. Donc l'ego, on en revient toujours pareil, l'ego trop important dans nos vies et qui nous empêche. C'est pour ça qu'il faut le faire pour s'amuser, mais il y a ce dilemme entre faire les choses pour s'amuser, mais moi je sais que pour progresser, pour me dépasser, j'ai besoin d'une échéance, d'un objectif. Et parce qu'effectivement, je pourrais y aller qu'avec les copains, sans avoir besoin de la compétition, mais la compétition amène un stress qui fait que c'est ce stress qui vous dépasse, qui vous permet de vous dépasser. C'est la bonne adrénaline finalement, non? Oui, voilà, ça donne de l'adrénaline, mais c'est vrai que là, à l'entraînement officiel là, à Chypre, j'ai dit à mon coach, là, Christian Maldari, je dis, rappelle-moi là que c'est fini, que je fais plus de compétition, j'en ai marre de ce stress de malade, quoi. Et après, une fois que vous avez réussi, que vous avez fait la plongée, que c'était bien, tu l'oublies, mais... c'est assez envahissant. Alors, on bataille, on se dit, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Mais à la fois, si tu l'avais pas, ce stress, tu mettrais pas tout en œuvre, quoi. Ce stress, il est là pour te caler, pour dire, voilà, je vais rentrer tout dans la boîte, là, et tout va s'aligner. Tu sais, à un moment donné, tu dis, t'es pas prêt, et puis ce stress fait que le jour J, tac, 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 t'as tout qui va s'aligner. Bon, des fois, ça s'aligne pas, mais quand ça s'aligne, tu dis, ah, ouais, c'était ça le truc que je cherchais, c'était l'accomplissement, c'était la perte. Et puis après, il y a
il y a l'échange avec un milieu de passionnés qui reste un bien petit sûr. milieu, quoi. Et là, tu sais que on va pas te remballer en te disant ouais, bah, tu nous saoules avec ton apnée, parce qu'on est entre gens qui vont parler de l'apnée, des mêmes choses, des mêmes ressentis, voilà. Et c'est cet échange-là qui fait que ça me nourrit, ça te fait vibrer, tu te sens vivant dans ce que tu fais, quoi. J'imagine que tu dois être vraiment dans le... C'est pas le quotidien classique, quoi. Voilà. Mais des fois, c'est cher payé quand même. Dans le sens où, par rapport aux entraînements, ouais, parce que des fois, tu fais la concession, tu vas pas boire un coup, tu vas pas boire le deuxième coup de verre ou de bière, tu vas refuser des sorties avec les copains, tu fais des concessions beaucoup en famille, voilà, par rapport au travail, par rapport à mon fils. Des fois, c'est cher payé, mais c'est pour atteindre des moments particuliers. Après, c'est vrai que on n'est pas si nombreux que ça sous l'eau, mais... Vous êtes combien d'apnéistes de haut niveau? Bon, je ne saurais pas dire, mais on n'est pas si nombreux que ça, quoi. À être profond. Là, au dernier championnat du monde, par exemple, en fille, là, sur ma discipline, on était 55, quoi. D'accord. Voilà, donc... Qui viennent de tous horizons, tout pays, tout âge, enfin, je veux dire, là tout est mélangé. Voilà, ok, il n'y a pas de niveau, tiens, t'as tel âge ou tel poids. Non, ça part à partir de 18 ans, on a le droit de faire la compétition, quoi. Est-ce que l'apnée est un sport de haut niveau? Ah oui, je pense, ouais. N'importe qui ne peut pas faire de l'apnée, on est d'accord? Si tout le monde peut faire de l'apnée, ça c'est sûr. Il faut pas en faire seul, par sécurité, mais tout le monde peut mettre, et il y en a de plus en plus, aller voir ce milieu marin sous l'eau avec un masque, descendre quelques mètres, et il y a de plus en plus d'écoles qui se sont montées pour apprendre ces compensations, pour avoir les portes, les clés de la profondeur et y aller. Et du coup, ça devient un sport aussi de haut niveau parce que il y a des athlètes là, et des femmes qui descendent là au-delà de 100 mètres, donc il faut en poids constant. En poids constant, avec palme. Donc oui, c'est un sport de haut niveau et on fait des performances de haut niveau, quoi. Ouais. Et alors, ta préparation juste avant, petite parenthèse pour revenir sur la plongée, juste avant de plonger, d'accord? Qu'est-ce que tu fais je sais pas, la demi-heure avant? J'ai un rituel où donc la demi-heure avant, je fais une plongée sous l'eau à 25-30, juste pour reprendre mes repères, checker, bon, les oreilles elles vont bien, la charge à 20 mètres que je fais, ça va, j'y arrive. Je teste le courant, je teste la température de l'eau, je teste les alarmes, parce que je mets des alarmes dans la cagoule. Voilà, je teste un peu tout ça, et après... je vais garder 15 minutes avant la perf où je reste tranquille, souvent soit sur un bateau ou sur une bouée, pas trop loin du câble de performance, à essayer d'abaisser les tensions physiques, tensions mentales. Je passe par de la respiration que j'ai codifiée. Je fais des 5-5, 5-10, j'allonge les expis. Voilà. En fait, tu te mets dans une bulle. Voilà, j'essaye, par exemple, je demande à ce que personne vienne me dire ce qu'a fait les athlètes avant, après, je veux plus savoir. Mais globalement, je me rends compte que tout le monde fait pareil. On ne veut pas savoir ce qui s'est fait avant, après. Bon, sauf que là, la dernière fois, il y avait des syncopes sur syncopes. Là, juste donc avant moi, il y avait une syncope. Ça peut être facile, justement, de partir dans des conditions comme ça. Ouais, ça perturbe un peu, mais maintenant, là, j'ai l'habitude. Bon... Voilà. J'essaye de me mettre, je me mets dans ma bulle, j'essaye de pas trop regarder ce qu'il fait à côté. Il y avait du courant par exemple, et je pense que j'étais même tellement concentrée que j'arrivais pas à me dire que c'était ce courant qui faisait que ça faisait autant de bruit, ce câble il tremblait, mais tu vois, je l'ai pas mis à la juste valeur du courant qu'il allait avoir dessous. Mais oui, heureusement, je me dis, parce que je pense que le stress, la concentration, ça te met dans une bulle, ça te protège. Donc voilà, j'essaye de prendre des distances avec tout et de faire diminuer les tensions, quoi.
Et à un moment donné, dans les 2 dernières minutes, il me semble que souvent, des fois, le froid peut me gagner, mais c'est le stress qui me gagne. Et puis sur les derniers 30 secondes, je dis non, mais là, t'y es, là tu peux plus trembler, tu peux t'y es. Et c'est comme si je trouvais un lieu en moi, quoi, qui fait que, pouf, et j'arrive à tout arrêter, quoi. Et à prendre ma dernière respiration, mais tout ça sur les 30 dernières secondes. Des fois, j'ai besoin que de peu de temps, quoi, pour dire, bon, allez, si ça m'a gagné, le stress, allez, là, j'ai switché, je me dis, bon, là, de toute façon, tu peux plus échapper, t'y es. C'est là que je dis que la performance, la compétition fait qu'à un moment donné, ça fait des changements physiques, ça t'oblige à aller dans un endroit où tu n'irais pas si tu n'étais pas... Et puis l'expérience. Maintenant, c'est l'expérience aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Bon, heureusement, il y a d'autres disciplines aussi. Alors, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui voudraient justement performer dans leur discipline? Est-ce que c'est ça? C'est pas se prendre la tête, mais se mettre des objectifs faciles à atteindre? Alors, je pense que être patient, pas brûler les étapes, parce que sur l'apnée en profondeur, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se brûlent les ailes parce qu'ils vont trop vite, parce que depuis quelques années, il y a des techniques qui sont codifiées et qu'on apprend, mais ça n'empêche que la profondeur sous l'eau, ça vous permet d'avoir la clé de descendre plus profond, mais il faut aussi physiquement appréhender cette pression sous l'eau, parce que quand vous descendez, c'est pas on-off, quoi. C'est pas pouce, non, finalement, je la fais pas, je sors. C'est pas la piscine où on n'a qu'à sortir la tête quand vous en avez marre, quoi. Quand vous avez l'engagement, quand vous y êtes, vous pouvez plus vous y échapper. Et des fois, les gens, ils arrivent à aller très vite, descendre profond, mais au niveau mental et tout ça, ils appréhendent pas assez la profondeur physiquement et mentalement, quoi, pas techniquement, quoi. Donc pour moi, ça serait dire aux jeunes, prenez votre temps, apprenez, allez-y progressivement, ils y vont trop vite, là. Je pense à cette jeune Belge qui son maximum c'était 55 mètres, elle a annoncé 60. Oh là là. Elle était contente, elle a fait une syncope, elle est repartie à la maison avec une syncope, la tête à l'envers, quoi. Elle était contente parce que, mais c'est pas ça, quoi. C'est ne pas arriver à annoncer 5 mètres de plus. Elle ressort avec une syncope et contrairement à ce qu'elle pense, je suis sûre qu'elle aura de mauvaises sensations. Donc moi, mon truc, c'est de dire avancer qu'avec de bonnes sensations. Voilà, répéter. À l'écoute de soi, quand même. Ah ben oui, ça demande d'être à l'écoute de soi. Et pas que de la technique, mais du plaisir qu'on a, de la bonne sensation. Et on le sait au fond de soi. C'est pour ça que j'ai pas annoncé le 55, parce que je savais qu'au fond de moi, je l'avais pas avec les bonnes sensations, quoi. 53, oui, mais 55, non. Donc c'est pour ça que... Donc avancer prudemment, avec beaucoup de patience, et de la persévérance, voilà, y revenir, accepter de rester à une certaine profondeur pendant un certain temps avec des bonnes sensations, et parce que tout ça, je pense que c'est la passion qui doit le gérer, quoi. Donc c'est aussi avoir de l'humilité dans le sport, dans la discipline, et pas surtout en profondeur, ouais. D'accord. Alors on va revenir sur un sujet qui revient un peu au podcast de Si Dionysos était une femme, qui parle aussi des femmes. Donc aujourd'hui dans l'apnée, il y a quand même beaucoup de femmes qui plongent. C'est quoi, c'est moite-moite à peu près? Où il y a toujours plus d'hommes ou pas? Oh non, franchement, il y a de plus en plus de filles, heureusement, et des jeunes, là. D'ailleurs, je ne sais pas si à ce championnat, il y avait, et je crois qu'il y avait 11 femmes et 9 hommes. Donc, il y avait plus de femmes que d'hommes, là. D'accord. Sur l'équipe de France. Et alors justement, dans l'apnée, dans cet univers-là que tu pratiques depuis quelques années, qu'est-ce que les femmes, justement, ont apporté dans cette discipline, d'après toi? Toi qui côtoies justement ce milieu depuis pas mal de temps. Que les femmes, elles peuvent se mettre au niveau des hommes. On n'est pas... Les femmes... chaque année, les femmes rivalent avec les hommes et grignotent sur les performances des hommes.
Et du coup, elles arrivent à l'égalité presque. Et ça c'est quand même énorme parce que dans les sports, c'est rare d'être sur le même niveau. Mais là, donc ils sont encore devant, mais elles arrivent, elles grignotent chaque année. Les performances des femmes augmentent par rapport à celles des hommes. Quoi. Est-ce que tu penses que les hommes se mettent un peu plus de pression, eux, sur la profondeur, etc., sur vraiment la performance d'y arriver? Bon, tout à l'heure, on disait que c'était un monde quand même assez soft et tout, mais quand même, est-ce que... Non, mais oui, il y en a, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Même si on sait que pour y arriver, il faut s'enlever sa pression, s'enlever le but, être sur le chemin et pas sur... être sur la trajectoire, pas sur le but. Quoi. Ouais, après, il y a toutes les mentalités. Puis je pense qu'il faut, malgré tout, je pense qu'il faut un côté combatif quand même pour y aller. Comme dans tout sport, à un moment donné, pour arriver, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre. Et si tu n'as pas un minimum de ce côté compétitif, compétiteur, combatif, je ne sais pas si tu y vas. Quoi. Je comprends. Ok, allez, chose simple, ta philosophie de vie, pourquoi le matin? C'est quoi ton pourquoi quand tu te réveilles le matin? Ouais, en ce moment, c'est d'être de plus en plus en adéquation avec la nature. C'est vraiment... Mais chez moi, ça passe plutôt par un combat pour l'écologie, pour l'environnement, pour arrêter d'aller dans le mur. Parce que tu es engagé aussi, hein. On n'en a pas parlé là, évidemment, mais tu es mais oui, et je regrette que ça passe par le combat, mais voilà, ça me désole que les gens ne se rendent pas compte que je suis pas parfaite, moi, mais j'ai conscience qu'il faut sauver la planète, quoi. Et que ça passe par tout un chacun, ça passe par les politiques, que ce soit locaux ou les politiques. Il vaut mieux que ça passe par l'élite des politiques, mais nos locaux ils peuvent faire beaucoup, quoi. Tu habites en bord de plage, donc tu le vois très souvent. De toute façon, là, en ce moment, il y a la COP26, il parle beaucoup du trait de côte qui recule, c'est évident, quoi. Tout le prouve, tout le montre, le réchauffement climatique. Et non, on fait comme si on voyait rien, on continue de bétonner, en front de mer, comme un peu plus reculé. Et j'avoue que j'aimerais mener plus de combats pour aider plus la planète. Aussi, mais c'est tellement difficile, on se met vraiment... il faut passer par du combat. Mais c'est pas le même que l'apnée, malheureusement. Ouais, non, là, c'est pas le même. Là, malheureusement, cet été, j'ai mené les deux combats en même temps et ça allait pas bien ensemble, quand même. Et quand tu plonges, quand tu fais de l'apnée ou même ou vernis, etc., tu vois au niveau pollution également, tu vois des choses? Ah non, mais carrément, quoi. On voit qu'à Nice, par exemple, il y a moins de posidonie, moins de poissons, mais c'est flagrant, quoi. Que la mer, le plastique, on le voit. Donc au large, on arrive même à voir des bouts de plastique, mais le plus terrible, c'est ceux qu'on voit pas, et c'est les fragments de plastique qu'on voit pas. Quoi. On est d'accord, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais bon, il faut pas lâcher, hein. Ouais, c'est ça. Brigitte, as-tu des rituels quotidiens? Est-ce que tu en as? Non, j'en avais là le matin, là, je me faisais... mais je l'ai quand je suis chez moi, voilà, je me fais un jus à l'extracteur, là. Ça peut être un petit rite. Après, j'essaye de prendre 10 minutes pour faire de la respi, de la méditation, parce que je le fais pas tout le temps, mais j'essaye vraiment parce que ça m'apaise, ça me permet d'être plus clairvoyante. J'ai quand même un tempérament très stressé, je pense, au fond. C'est pour ça peut-être que je suis sur l'apnée, que je suis sur le yoga. Et donc j'essaye de le conserver. Voilà. D'accord. Ton ressourcement, c'est quoi? Franchement, c'est d'aller sur l'eau. Ouais. Ah ouais, là ça... Sur l'eau, sous l'eau, ou en montagne aussi, mais non, mais c'est sous l'eau et sur l'eau quand même, ça c'est sûr, quoi. Ouais.
Est-ce que tu as un secret de femme à nous partager? Je crois qu'il faut faire ce qu'on aime. Et je sais pas si être passionné, moi, il me semble que c'est la passion qui me dicte surtout, que c'est malgré moi, quoi. Voilà, j'ai envie d'y aller, j'y vais, je mets tout en œuvre. Donc, je crois que ça serait s'écouter, quoi, et croire en soi et y aller, même si je me suis pris des revers, hein, que ce soit dans le sport ou ailleurs, quoi, mais je crois que si on n'y va pas, on verra pas, quoi, et ça sera perdu déjà d'avance, quoi. Donc, allez voir et faites ce dont vous avez envie, mettez tout en œuvre pour le faire. Hein. Ouais, j'ai pas mal d'invités qui parlent de cette petite voix, écouter cette petite voix intérieure, en fait. Ouais, bon, c'est difficile parce que on a un quotidien, on a des habitudes, on a des conjoints, de la famille, mais ça peut être des petites choses petit à petit, mais s'octroyer des moments pour soi et y croire, quoi, surtout. Alors, pour revenir aussi au podcast de Si Dionysos était une femme, dans le cadre du vin. Ouais. Hein, le vin et Brigitte, quand même. Brigitte, tu bois un petit peu de vin de temps en temps, hein, puisque j'ai bien compris que tu n'avais pas une hygiène de vie très stricte, comme certains marathoniens. Ouais. Non, autant quand je suis en compétition, c'est malgré moi, je mange bien, je dors bien, j'essaye de faire tout bien. Mais après... Je fais beaucoup d'incartades. Alors j'aime le vin, oui. Tu es plutôt blanc, rouge ou rosé? Rouge. Rouge, Plutôt vin du Languedoc ou tu as une région complètement. Vraiment, c'est mon terroir et j'essaye de boire que du vin de chez moi et je suis contente que je suis fière chez moi du terroir de ce qu'on a, quoi. Et voilà. Est-ce que tu aurais un nom de producteur? Oui, tout à fait, parce que c'est François Comette et c'est l'ancienne mercerie, le domaine de l'ancienne mercerie. C'est parce qu'il a une histoire qui me plaît, en plus du bon vin qu'il a fait, mais je le vois pas souvent pourtant, mais j'étais à l'école avec lui, on était en sport-études ensemble, lui rugby et moi volley, quoi. Donc en première et terminale. Et il a fait ingénieur agronome et puis il a tout lâché pour reprendre un domaine familial, quoi. Et donc il est reparti à zéro et il fait du vin bio. Et donc il y a une éthique derrière, il y a une histoire, je trouve ça beau, quoi. Et c'est vrai que c'est un très 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 bon domaine. C'est en dehors, derrière le vin, il y a une histoire de l'homme. En plus je le connais, donc je suis fière de le recommander et de le boire parce qu'en plus il est bon, quoi. Bon, dans les commentaires, je mettrai le lien de l'ancienne mercerie pour les personnes qui veulent découvrir. Je l'embrasse fort, quoi. Ok, on va finir par des notes légères, j'aime bien, c'est un peu la tradition du podcast. Un morceau de musique qui te donne la patate, qui te booste. Alors, chaque année j'en ai, et celui-là c'est Life de Gédro. Et celui-là, dès que je le mets, là, j'ai envie de danser, il me met la patate. Et tout en étant à la fois doux, quoi. Il est doux et rythmé, donc je trouve qu'il me convenait bien, quoi. Il me faisait du bien. Ok, et un morceau un peu plaisir coupable, là, celui qu'on n'a pas envie de dire, mais qu'on aime bien écouter de temps en temps, et qui nous fait plaisir, alors que c'est peut-être old school ou old fashion, ou ce que tu veux. Je sais pas, Born to be Alive. Non, mais les années 60, 70, la kitsch, là, c'était trop bon. Ça fait du bien, hein, ouais, on est d'accord. Est-ce que tu as un livre culte ou un livre du moment que tu voudrais partager? Culte, j'ai bien aimé la série, j'ai adoré la série d'Alena Ferrante, L'Amie prodigieuse, là, 1, 2, 3, 4, c'est une série, ça j'avais vraiment aimé. Et après, j'aime bien, j'ai lu les deux là, cet été, là, j'aimais bien, là, Joël Dicker, La vie de nos pères, et puis... je sais plus, ça m'a échappé là. Bon, c'est les derniers sortis. Ouais, non, pas le dernier, justement, les deux avant. D'accord, bon, je les mettrai. Est-ce que tu voudrais rendre hommage ou de la gratitude à une personne qui compte pour toi, qui te permet justement d'avancer dans tes projets? Oui, déjà Yannick, mon conjoint, Yannick Hano, voilà, qu'on partage notre vie depuis 30 ans, quoi, et qui me permet, on a quand même la même philosophie de vie, et qui me permet quand même de faire, sans lui, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, quoi. D'un, parce qu'il croit en moi et qui me permet de faire. Et mon fils, quoi. Tony, qui
Qui a quel âge? Qui a 23 ans et qui a une belle... qui démarre bien. Il aime la vie, il a l'air d'avoir envie de prendre soin de lui, des gens qu'il a autour. Enfin, j'aime bien, quoi. C'est beau. Il chill, mais j'espère qu'il va bien chiller, quoi. Il aime ça. Alors, sur ces belles paroles, je te remercie, Brigitte. Ouais. Eh ben, merci Aurélie, c'était un bon moment partagé. Super, merci à toi. Ouais. Voilà, c'est la fin. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette nouvelle conversation. Immense gratitude à mon invité pour son humilité et son partage d'expérience en toute transparence. Dans le descriptif du podcast, je mets le lien YouTube pour revivre les plongées de Brigitte. Si l'expérience de sortir du cadre de l'univers du vin vous intéresse, de prendre le large, de la hauteur, alors commentez. Cet audio est également disponible sur YouTube, en plus des plateformes de musique telles que Deezer, Spotify, Apple Music et toute autre application dédiée au podcast en général, sur lesquelles vous devez vous abonner à Si Dionysos était une femme. C'est simple, et une petite notification vous prévient quand un nouvel épisode est en ligne. Likez, partagez, et pour faire remonter Si Dionysos était une femme sur le net, merci de mettre 5 étoiles. À très vite pour de nouvelles écoutes.